l'enseigne politique, une entrée qui a fait, qui a surpris beaucoup de gens, puisque dans la mesure où il n'est pas venu par le canal des partis politiques. Après tout, les partis politiques ne sont pas des passages obligés. Et il y a des exemples dont on parle. Donc, avant de donner la parole et de donner la parole ici à le président d'honneur qui va poser la première question, j'aimerais rappeler à nos amis et vous dire que l'association de la presse étrangère existe depuis 1982. Elle s'appelait Syndicat de la presse étrangère. Il y avait déjà à l'époque des journalistes et correspondants en France. Après, elle a fait un crime forcé. Elle a combattu le droit en 1944. Elle a été rebaptisée association au lieu de syndicat de la presse étrangère, mais nous avons gardé notre esprit et notre action syndicale dans la mesure où nous apportons une aide aux journalistes étrangers qui soient établis en France ou qui soient de passage. Et de passage, il y en aura beaucoup cette année pendant les 6 mois de la présidence française de l'Union européenne. Je vous remercie de votre présence encore une fois et je cède la parole à la présidente d'honneur, Christina Miquel. Alors, la présidente d'honneur a d'abord de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors, vous avez annoncé que Éric Zemmour était un peu en retard, or il était à l'heure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'avait laissé espérer qu'il y aurait au moins 2 heures et qu'on pourrait avoir quelques petites attaques derrière, et il m'annonce qu'au fond, on en a qu'une. Alors, je vais faire un petit peu vite, mais je voulais quand même lui dire bienvenue. Merci. De remercier d'avoir accepté l'invitation de l'Association de la presse étrangère et de la grande famille des correspondants étrangers en France. Ces rendez-vous politiques sont incontournables pour candidats et tout candidat présidentiel, mais pas seulement. Voici 2 ans que nous le recevions pour présenter son destin français lors d'un petit déjeuner partagé avec déjà une vingtaine de humoristes, c'est bien. Pouvais-je imaginer que nous serions 2 ans plus tard beaucoup plus nombreux, venus rencontrer le même Éric Zemmour, cette fois candidat à la présidence de la République. Toi non plus. Voilà de quoi tous nous faire rêver. Tout est possible. Et pourtant, j'avoue avoir hésité à te convier à cette rencontre, car ici, sur ton podium avec les pintes, cette annonce sur la presse non-stop m'a fait le peu choquer. Singulière attitude pour un journaliste candidat. Tu ne pouvais ignorer se présenter à une présidentielle, c'était s'exposer comme des idées à des critiques et des réactions. Journaliste tant d'années, tu ne fus pas en reste à ce jeu-là, sans talent. Alors, as-tu oublié les box pas si lointaines où nous battions la semaine au pied des palais de la République, en quête de quelqu'un d'autre? J'aime à penser que c'est là que t'es venu l'idée d'escalader un jour les marches de ce palais-là. Et ma première question, ça vaut elle-même, quand et comment est venue l'idée de présidentielle? Alors, c'est pas du tout, en tout cas, un journaliste politique et chargé effectivement à un moment de l'Élysée sous la présidence de Chirac. Ça ne me rajeunit pas. Mais non, j'avais pensé auparavant, j'avais un métier, j'avais une passion, un métier journaliste, une passion de la littérature, l'écriture. J'écrivais des livres, j'écrivais dans des journaux, j'avais des interventions, tout ça allait très bien. Je n'ai pas une ambition de place, je n'ai pas une ambition de poste. Ce n'est pas pour changer de métier que j'ai fait ça. Ce n'est pas un plan de carrière du tout. J'étais très bien et je crois, au moins on n'attend pas ça, que je n'étais pas en bas de l'échelle. Donc tout ça m'allait très bien, ma vie m'allait très bien. En revanche, c'est la vie de la France qui n'allait pas très bien. Et c'est uniquement pour cette raison que je me suis engagé dans cette aventure, dans cette bataille, parce que je considère que la France est en grand danger de mort et que nous sommes menacés, le peuple français est menacé de grands remplacements et d'ailleurs, par ailleurs, de grands déclassements, je ne sais pas si on va en parler aussi, et c'est parce que je considère que j'avais fait le bon diagnostic, justement, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, en tant qu'essayiste, que j'ai attendu vainement pendant des années qu'un homme politique classique, passé par le
Ferraille, les partis, etc., reprennent le flambeau de mon diagnostic et donc en tirent les conséquences que j'ai attendu tellement vainement que j'ai fini par me décider d'y aller moi-même, car je considère qu'aucun candidat à la présidentielle n'a pris la mesure de l'enjeu, n'a pris la mesure de l'enjeu historique, je dirais même n'a pris la mesure de l'enjeu existentiel pour le peuple français et la nation française, sa pérennité et son existence. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je suis là en face de vous comme candidat à l'élection présidentielle. Je crois que je voudrais lancer une direction dans le débat, puisque nous sommes devant les représentants de la presse étrangère, pour une expression, si vous le permettez. Vous désignez du doigt l'islamisme, et vous avez raison. Quelle sera la position, l'attitude, et comment allez-vous faire, président de la République, avec le monde arabe, le monde musulman, et surtout les pays dont la Constitution stipule la religion d'État et l'islam? Vous savez, d'abord, je ne montre personne du doigt, ni rien du doigt, je n'accuse personne, si ce n'est les autorités françaises, les élites françaises, je n'accuse personne, je défends ça. Voilà. Je défends le peuple français et son droit à l'existence et à la pérennité culturelle, identitaire, qu'il garde ses mœurs, qu'il garde sa sociabilité, qu'il garde sa langue. Voilà. Ça me paraît, et je pense que nous avons là des représentants de pays variés, dans des continents différents, ça me paraît la base. Je pense que tous les pays qui sont représentés ici font la même chose. Seule la France se pose des questions pour savoir s'il est légitime, illégitime de défendre son identité. Je pense que c'est une perversité et une perversion du débat politique français. Première chose. Deuxièmement, je ne veux pas changer l'islam. Je dis ce que j'en pense, j'ai bien le droit de dire ce que j'en pense. On est en France, dans un pays laïque, on a le droit de critiquer les religions, on a le droit de critiquer le judaïsme, le catholicisme, l'islam, on a bien le droit d'avoir une approche critique des religions. On ne va pas revenir au XIXe siècle quand Ernest Renan était chassé de sa chaire universitaire parce qu'il avait écrit un livre pour une biographie de Jésus en tant qu'homme. On n'en est plus là. Donc, on a le droit de critiquer toutes les religions. Mais je ne demande rien aux autres 50 pays arabo-musulmans. Ils font bien ce qu'ils veulent. Si ils veulent mettre la religion d'État d'islam dans leur constitution, libre à eux. Simplement, qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons sur ce qu'on veut de la France. Et je dirais même plus. Je pense que si nous rappelons à tous, pays arabo-musulmans, pays africains, au monde entier, que la France, de nouveau, défend son identité, défend le droit de son peuple à rester chez lui et à garder ses mœurs et sa culture. Je pense que les pays, en particulier arabo-musulmans, ne nous en respecteront que davantage. Voilà ce que je pense. Je crois connaître un peu cet univers-là. Vous savez, mes ancêtres en viennent, mes ancêtres qui ont vécu pendant 1000 ans. Mon père et mes ancêtres étaient là même en Algérie avant la conquête arabe. Ça fait peut-être une paille. Je pense qu'en Algérie, mes ancêtres étaient là depuis 1000 ans, donc avant même le colonisateur arabe. Donc ça me permet de voir un peu à distance, vous voyez, mon père parlait très bien arabe, mon grand-père parlait très bien arabe. Ils étaient des amateurs et des spécialistes de la musique arabe. Ils passaient des nuits entières à écouter de la musique arabe, grande dame de ma mère d'ailleurs, mais c'est une autre histoire sans doute. Donc c'est pour vous dire que je connais ce monde-là, je connais cet univers et je sais qu'il respecte les gens qui se respectent et qu'il méprise les gens qui ne se respectent pas. Et je pense que c'est le cas des élites françaises et des dirigeants français depuis 40 ans. Donc je vais changer cela et je pense que je vais changer le regard qu'ont ces gens sur la France.
Bonjour, Magda Bresta-Chauveau pour la NH4. Excusez-moi, et j'entends pas avec votre masque, j'entends rien. Oui, baissez vos masques pour les... Excusez-moi. Et donc, on va changer un petit peu la région. Je voudrais vous questionner sur l'Europe. Oui, vous êtes de quel pays? Je suis du Japon. Japon? Oui. Mais le Japon s'intéresse par l'Union européenne. Voilà. Moi, je ne suis pas du Japon. Oui, mais je je suis travaille pas pour la République japonaise, d'ailleurs. Donc, à ce que j'ai compris, vous n'êtes pas pour Frexit, vous n'êtes pas pour la sortie de l'euro, mais plutôt pour une sorte de Bruxit, c'est-à-dire ne plus avoir des contraintes de Bruxelles, ou moins de contraintes de Bruxelles. Ou peut-être, je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer, j'ai une autre question. Donc, si vous pourriez nous expliquer quelle est votre vision des relations de la France avec l'Union européenne, quel rôle pour la France dans l'Union européenne? Alors, vous avez bien compris, je ne suis pas pour le Frexit. On pourrait épiloguer des heures pourquoi la France n'est pas l'Angleterre, pourquoi ce n'est pas une île, pourquoi l'Angleterre a un regard sur soi qui n'est pas le nôtre. Je pense que le fait d'avoir gagné toutes les guerres depuis 2 siècles donne un regard sur soi qui n'est pas celui des autres pays. Et c'est un hommage que je n'ai pas l'habitude de rendre des hommages aux Anglais, mais c'est un hommage que je rends aux Anglais. Donc je ne suis pas pour le Frexit. Maintenant, vous employez une expression que je n'emploie jamais, le Bruxit, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire sortir des contraintes de Bruxelles, etc. C'est pas exactement ça. Je considère, si vous voulez, que contrairement à Emmanuel Macron, contrairement à Valérie Pécresse, nous ne sommes pas perdus sans l'Europe. C'est-à-dire que nous ne devons pas dépendre de l'Europe pour tout, nous ne devons pas nous soumettre à l'Europe pour tout. Je ne suis pas favorable aux États-Unis d'Europe. Je pense que les 2 personnes que j'ai citées sont, sans le dire, favorables aux États-Unis d'Europe. Quand Emmanuel Macron parle d'autonomie stratégique, quand il parle d'autonomie industrielle, il veut dire par là souveraineté, même souveraineté européenne. Je ne crois pas qu'on puisse être souverain en France et souverain en Europe. C'est pas possible. Il y a l'un ou l'autre. Donc moi, je défends la souveraineté française et l'Europe est un cadre international, comme une organisation internationale, qui nous permet, si besoin est, de mutualiser des forces, de mutualiser des besoins, des politiques, si c'est utile pour la France. C'est ça le changement de paradigme, c'est que moi, je défends les intérêts de la France d'abord, que je ne sacrifie pas sur l'autel d'une idéologie que je juge chimérique et par ailleurs antidémocratique parce qu'il n'y a pas de peuple européen, comme le rappelle régulièrement d'ailleurs le tribunal constitutionnel allemand, mais c'est une autre histoire, je ne sais pas si on l'abordera. Donc je pense qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne, et donc il n'y a pas de souveraineté européenne. Et donc il y a des États qui défendent leurs intérêts, d'ailleurs les autres le font très bien. Il n'y a que la France, comme d'habitude, qui, si vous voulez, comme nous sommes un peuple idéologique, nous sommes un peuple politique, donc nous sommes un peuple littéraire aussi, et donc nous vivrons aux grandes chimères lyriques, à la Victor Hugo, vous savez, qui disait bientôt il n'y aura plus de français, il n'y aura plus d'italien, il n'y aura plus d'allemand, il y aura, ça sera comme les Corésiens, les Bretons et les Corses, et nous serons membres d'une même nation. Le problème de Victor Hugo, c'est que même quand il dit des bêtises, c'est tellement beau qu'on est tenté, évidemment, de lui donner raison. Et bien, il faut vous voyez, c'est ce que je reproche à Emmanuel Macron, d'être dans ce lyrisme hugolien et de sacrifier les intérêts de la France à ce lyrisme et à cette idéologie. Donc moi, oui, je vais défendre les intérêts de la France. Et les autres pays le font, je le répète. Donc on peut très bien trouver des alliances avec d'autres pays, avec l'Italie, avec la Grèce, avec la Hongrie, la Pologne. J'ai lu il y a 2-3 mois dans Figaro une tribune de 11 pays, mais c'est pas rien, 11 pays européens qui critiquaient sévèrement et rudement la politique migratoire de la Commission de Bruxelles.
Et ces pays-là n'étaient pas seulement la Pologne et la Hongrie. Il y avait aussi la Grèce, il y avait aussi les Pays-Bas, il y avait aussi le Danemark, parce que tout simplement, ça ne leur va pas. Et ils ont raison. Donc, je pense que la France défendra ses intérêts comme les autres. Alors maintenant, il y a un point, c'est l'immigration. Je considère qu'il en va de la survie de la France. Et donc, quand il en va de la survie de la France, il n'y a pas de règles qui valent, il n'y a pas de règles de droit qui valent. Il faut absolument nous émanciper de ces contraintes juridiques européennes, de la Cour de justice européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Commission de Bruxelles. Oui, nous ferons un référendum en France pour la politique migratoire que je veux faire adopter. Le peuple français votera. Et cette décision s'imposera aux organismes juridiques français comme le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, et s'imposera aussi à la Commission européenne de Bruxelles, car rien n'est au-dessus du peuple français quand il s'exprime par la voie du référendum. S'il vous plaît, je vous demanderai, ça nous faciliterait la vie, que vous décliniez votre nom et le nom de votre média. Merci. Bonjour, je suis Guidon Coutts de la... Et des questions courtes. Comment? Et des questions courtes. Oui, les questions sont courtes et mieux, Pour qu'on puisse en prendre aussi. c'est pour notre ami. Je suis long, donc je poserai une question courte. Je suis d'origine israélienne, Elias a posé une question concernant l'islam, les relations avec l'islam. Moi, je poserai une question, une double question courte, concernant les relations avec le judaïsme. Vous étiez quand même accusé par... il y avait une constatation de Bernard-Henri Lévy, de la direction de la communauté juive, en disant que quoi que vous ne fassiez pas, ça va retentir sur les juifs, voilà, sur la communauté juive, ça va donc amener de l'antisémitisme. Est-ce que vous voyez en tant qu'encourageant l'antisémitisme? La deuxième question sera, quels sont vos rapports avec l'État d'Israël? Qu'est-ce que vous pensez de la politique israélienne vis-à-vis des pays arabes? Et puis, est-ce que vous avez peut-être la famille là-bas? Alors, je vais essayer de répondre vite à ces deux questions qui sont différentes. D'abord, moi, vous savez, je suis un républicain laïque, donc je ne connais pas de communauté juive. Je connais des Français de confession juive. Et donc, ce que veulent dire les représentants de cette communauté m'importe peu. Je pense que, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui est le propagateur de l'antisémitisme. C'est une population que tout le monde connaît et qui a chassé les juifs de banlieue. J'ai dit tout à l'heure que mes ancêtres vivaient en Algérie. J'aurais pu ajouter que ma famille s'est installée dans la banlieue parisienne quand elle est arrivée d'Algérie. Il y avait beaucoup de familles juives là-bas. Il y en a plus guère. Et dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, il n'y a plus le moins d'enfants juifs. Je pense que le sujet de l'antisémitisme, il est là. Mohamed Merah a tué des enfants juifs, non pas en criant des slogans maurassiens, mais plutôt en criant à la Akbar. Je pense que ça devrait relativiser un peu les critiques de mes contempteurs. Par ailleurs, peu importe. Maintenant, pour la politique israélienne, vous savez, moi c'est simple. Israël se défend, Israël défend ses intérêts, et elle a bien raison. Donc, tous les États doivent le faire. Ce n'est pas moi qui vais critiquer Israël de défendre ses intérêts. Maintenant, pour la politique de la France, je pense que nous devons évidemment, comme dans toute la région, essayer de tenir une position d'équilibre entre tous les États de la région, mais en même temps, nous devons renoncer à certains dogmes. C'est-à-dire que la politique française paraît parfois un peu surannée par rapport à l'évolution de la situation. En clair, il n'y a plus d'un côté Israël et les pays arabes de l'autre, il y a désormais des alliances mouvantes avec les sunnites qui se sont beaucoup rapprochés d'Israël contre les chiites. Alors que jadis, quand j'étais enfant, Israël était l'ami de l'Iran. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'Arabie Saoudite et le Maroc
qui sont alliés d'Israël. Vous voyez, le monde change, donc je pense que la politique étrangère de la France doit aussi tenir compte de ces changements du monde. J'ai une question, Magdalena, presse polonaise. En fait, je voudrais rebondir sur votre propos à propos de défendre l'intérêt de la France. En fait, le paysage électoral est très vaste. Actuellement en France, il y a plusieurs candidats. Comment vous vous situez par rapport à votre programme dans cet échiquier politique? Et plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est votre programme par rapport au programme de Marine Le Pen, parce que souvent on vous associe à l'extrême droite. Est-ce que vous vous associez à l'extrême droite? La deuxième question, dites-moi si j'ai raison, j'ai l'impression que vous vous présentez un peu comme le sauveur de la France, un peu comme De Gaulle qui est votre modèle. Est-ce que vous vous prenez pour un deuxième De Gaulle ou c'est juste un modèle? Merci. Vous savez, c'est pas parce qu'on rêve de jouer au football comme Platini ou Zidane qu'on se prend pour Platini ou Zidane. Absolument. Voilà. Donc c'est votre réponse par rapport à De Gaulle. Vous auriez dû ajouter Napoléon. Effectivement, ce sont des modèles, ce sont des gens que j'admire. C'est de manière que je me prends pour eux. Maintenant, je pense que, vous savez, on parlait du général de Gaulle. Le général de Gaulle, justement, se donne comme un modèle à suivre. Il considère que son action doit servir aux générations suivantes et qu'on doit s'en inspirer. Donc ce n'est pas ridicule que de pouvoir imiter le général de Gaulle. Ça veut dire qu'on se prend pour le général de Gaulle, vous comprenez la différence. Maintenant, effectivement, je m'engage dans cette campagne présidentielle, oui, même si ça peut vous paraître grandiloquent, non pas pour réformer la France comme tous les autres, mais pour la sauver, parce que je pense qu'elle est en danger. Maintenant, pour la question politique, vous savez, je pense que je suis le candidat que l'électorat de droite attend depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'elle les a tous essayés. Le candidat de droite, vous savez, j'ai été journaliste politique, j'ai suivi le RPR et l'UDF. Je sais exactement ce qu'ils ont promis. Je sais ce qu'ils ont promis en 1986, je sais ce qu'ils ont promis en 1990, lors de la fameuse convention de Villepin sur l'immigration. J'étais là, j'étais présent. Je peux vous raconter, ça peut. Avec les journalistes. Absolument. Donc je sais exactement ce qu'ils ont promis, c'est exactement le programme. Vous savez, ça fait 30 ans. Ils ne l'ont jamais appliqué. Moi, je veux l'appliquer et je l'appliquerai. Ça fait toute la différence. Maintenant, c'est simple en fait. Je veux mettre un terme à la malédiction mitterrandienne. Pour les journalistes étrangers, j'explique en 2 mots. Nous avions une gauche qui était rassemblée. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste, tout ça était ensemble et ils allaient aux élections ensemble. Et le génie tactique de François Mitterrand a empêché la droite de faire la même chose. Nous avons des électeurs au Front National et à l'ancien RPR et même à l'UDF, qu'on appelle aujourd'hui LR, qui pensent la même chose, qui votaient pour les mêmes avant, et qu'on a séparés artificiellement. La gauche a magnifiquement joué ce coup-là, car elle a divisé ses adversaires. Et la droite LR, les élites de la droite, ont été comme des jobards, c'est-à-dire qu'ils se sont soumis au génie tactique de la gauche. Et ils ont dit, mais oui, on va mettre un cordon sanitaire avec nos électeurs en vérité. Ils sont partis au Front National. Voilà la stupidité des leaders de droite. Et aujourd'hui, ça continue. Madame Pécresse continue à dire qu'elle est pour le cordon sanitaire avec le Front National. Alors moi, je vais vous dire simplement, je suis pour l'union des droits. Je suis le seul à pouvoir rassembler les électeurs de Rassemblement National et les électeurs de LR. Je suis le seul. Madame Le Pen ne le peut pas, car aucun électeur LR ne peut voter pour elle, et Madame Pécresse ne le veut pas, parce qu'elle estime que c'est une différence de nature, et qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, les républicains d'un côté et les gens de l'extrême droite de l'autre. Vous savez, l'extrême droite, c'est un terme qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. L'extrême droite, c'est des factieux qui veulent renverser la République. Personne ne veut renverser la République. Je n'ai pas de soldats qui attendent et qui vont mettre tout le monde dehors. Vous voyez, ça n'existe pas, ça. Donc, il faut arrêter avec l'extrême droite. C'est une accusation politique
on sait d'où ça vient, je pourrais vous faire l'histoire, Staline qui a inventé cette accusation antifasciste pour pouvoir dénoncer tous les adversaires du Parti communiste. Et aujourd'hui, tout le monde reprend ce truc stalinien. Moi, pas. Il faut être là, après on viendra là, parce que... Monsieur Zemmour, Stéphanie Surug, ici, de la télévision et radio du Danemark. Danemark. Alors, d'abord, les Danois ont une immense admiration pour la France. On se pose en même temps une question à vous. Est-ce que la France, c'est un paradis ou bien un enfer? Ensuite, auriez-vous un message pour les Danois qui suivent également politiquement la France de très près? Merci. Alors, je vais vous dire, si les Danois ont une admiration pour la France, ils ont bien raison. Moi, j'ai une immense admiration pour le Danemark. Parce que ce petit peuple, ce petit pays, ce grand peuple et ce petit pays se défend admirablement et défend justement, et je pensais au Danemark en particulier quand j'ai dit en introduction qu'il y a des pays européens qui défendent leur identité, le droit du peuple, de leur peuple à garder sa culture, ses mœurs, son identité. Et le Danemark en fait partie. Je vais vous dire, je prendrai le Danemark pour modèle pour deux motifs. Le premier, c'est la politique d'immigration. Il y a beaucoup de mesures que j'ai empruntées, que je propose et que j'ai empruntées à la politique du Danemark. Vraiment le renvoi des clandestins beaucoup plus efficace, le fait de ne pas donner des prestations sociales non contributives aux étrangers, le fait d'essayer de limiter les étrangers dans les logements sociaux, etc., etc. Tout ça, les Danois le font déjà. Je dirais les sociodémocrates danois, la gauche danoise, qui, elle, contrairement à la gauche française, n'a pas abandonné son peuple. C'est une différence notoire et que j'admire, je transmettrai aux sociodémocrates danois. Deuxièmement, j'admire aussi le Danemark parce qu'en Europe, et ça répond, je crois, à la question de madame sur l'Europe, si vous m'avez interrogé sur l'Europe, j'imiterai le Danemark. Vous savez comment ça se passe? Quand il y a la commission de Bruxelles qui prépare un texte de directive, tous les pays envoient des représentants. Nous, les Français, les bonnets, nous envoyons des diplomates qui font leur métier de diplomate, c'est-à-dire ils négocient. Vous voyez, ils font des concessions, ils sont tout contents quand ils ont fait avancer la cause de l'Europe. Vous, les Danois, vous envoyez les meilleurs hauts fonctionnaires de votre pays et vous négociez pied à pied toutes les mesures en fonction de l'intérêt du Danemark. Et quand vous estimez que l'intérêt du Danemark n'est pas respecté, vous faites jouer la clause opt-out. Pardonnez-moi, mon accent anglais est déplorable. Eh bien, je ferai exactement comme vous, les Danois. Nous avons le micro ici, et après... Bonjour M. Zemmour, Jean-Pierre Malek, je suis correspondant de la télévision Al Arabi basée à Londres, j'ai peut-être avis. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Al Arabi. L'Arabi TV. D'accord. De quel pays? Qatar, basé à Londres. Alors, j'ai deux questions précises et courtes. Vous êtes pour le retour du surveillant général au lycée. Vous appelez effectivement à une tenue vestimentaire. Vous êtes pour le retour de la blouse, la fameuse blouse. Pour vos taxes de passivisme, vous êtes nostalgique de cette France d'autrefois. Ma deuxième question, c'est par rapport à l'Algérie. Comment vous comptez, vous êtes président, comptez régler ce contentieux historique avec le pays colonisé Première question sur l'école. Oui, j'ai de la nostalgie pour une école qui permettait, qui était une des meilleures écoles du monde et qui permettait à tous les enfants d'apprendre à lire et à compter, à qui on transmettait la culture française, l'histoire de France. Oui, j'ai la nostalgie, j'assume cette nostalgie, et je pense que quand quelque chose a si bien marché et qu'on a mis 40 ans à le piétiner et à le détruire, il ne faut faire qu'une chose, essayer de réparer et de restaurer et de reconstruire comme cela a été fait. Évidemment, je sais bien qu'on ne rentrera pas à l'identique. Je ne suis pas stupide. Vous savez, le général de Gaulle disait on ne refera pas le siècle de Louis XIV. Ça ne m'a pas échappé. Donc je sais qu'on n'est plus dans les années 60. Mais je pense qu'on peut s'inspirer des méthodes, des mesures, tout ce que j'ai expliqué dans mon programme. Et par ailleurs, et c'est là où ça m'amuse quand on traite de passéisme, parce que ces méthodes-là
sont utilisés aujourd'hui par les pays qui sont les plus modernes, les plus efficaces, qui ont les meilleurs résultats dans les classements PISA. Je veux parler des pays asiatiques. Aucun pays asiatique n'utilise nos méthodes des pédagogistes. Aucun pays asiatique n'explique que l'enfant doit créer lui-même son savoir. Ils en rient encore, les Asiatiques. Donc il faut peut-être arrêter de se croire plus malin que les autres alors qu'on est simplement plus nul. Et que tous les classements PISA nous le montrent. Et qu'on dégringole ces classements d'année après année. Donc moi je n'ai pas peur d'être passéiste, vous savez, de nostalgie, j'ai l'habitude. Ça ne me dérange pas. Surtout si on peut recoller au peloton des pays les plus modernes, paradoxalement. Vous savez, c'est souvent le cas. Ceux qui sont enracinés dans le passé, c'est eux qui voient le plus loin. Je vous raconte une anecdote qui va vous amuser, parce qu'on parlait du général de Gaulle tout à l'heure. Le général de Gaulle, quand il y avait l'URSS, parlait de la Russie. Et tout le monde se moquait de lui en disant qu'il était passéiste, nostalgique, qu'il ne comprenait rien. Ben voilà. Il disait l'URSS absorbera, la Russie absorbera le communisme comme le buvard absorbe l'encre. Qui a eu raison? Le passéiste nostalgique ou les modernes de l'époque? Deuxième question, vous dites l'Algérie. Je vais vous dire, je pense que c'est notre faiblesse qui rend les dirigeants algériens arrogants. Je pense que les dirigeants algériens respecteront des gens qui se respectent. Je pense que les dirigeants algériens comprendront ce que je leur dirai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune culpabilité française. Et que si nous avons colonisé l'Algérie pendant 130 ans, je répète que nous n'avons pas été les premiers ni les seuls. Que l'Algérie a toujours été une terre colonisée par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Turcs, les Espagnols, etc., etc. Et que j'aimerais que les autres anciens colonisateurs montrent un hôpital, j'en demande pas 10, qu'ils aient construit en Algérie. Vous voyez, que les Turcs ou que les Arabes du 7e siècle ou que les autres montrent ce qu'ils ont laissé en Algérie par rapport à la France. Montrent les routes que la France a laissées. Montrent le pétrole que la France a trouvé et qui aujourd'hui permet de nourrir 40 millions d'Algériens. Montrent les instituts de santé. Je vous rappelle que quand la France est arrivée en Algérie, il y avait 2 millions d'habitants en Algérie. Quand la France est partie, ils étaient 10 millions. Aujourd'hui, ils sont 40 millions. Grâce à qui? Grâce à la France. Grâce aux médecins français. Grâce aux prêtres français. Alors il faut peut-être arrêter avec ça. Il y a eu des massacres, il y a eu des affrontements, je ne le nie absolument pas. Mais en face, ils ne combattaient pas avec des roses. Et c'est l'histoire du monde. L'histoire de la colonisation est l'histoire du monde. Tout le monde a été colonisateur, tout le monde a été colonisé. On ne va pas demander aux Italiens des indemnités et de la repentance pour ce qu'ils ont fait à Vercingétorix. Donc il faut peut-être arrêter avec ça. Donc voilà, moi je dis aux dirigeants algériens, d'abord on va supprimer l'accord de 68 qui donne des privilèges aux immigrés algériens, ça c'est terminé. On va se parler en adulte, ils sont indépendants depuis 60 ans. Je sais, c'est mon âge. Donc aujourd'hui, les dirigeants algériens sont responsables de leur peuple et le peuple algérien est responsable de ses dirigeants. Donc on va arrêter de mettre tout sur le dos de la France qui est partie depuis 60 ans et qui, je le répète, a laissé plus de choses que tous les autres colonisateurs depuis 1000 ans. Donc je dis aux dirigeants algériens, on parle entre hommes, on parle entre gens responsables et je suis sûr qu'on va trouver un accord. On a beaucoup de choses à faire ensemble. On a par exemple à sécuriser le Nord, le Mali, etc. Les Algériens ont intérêt comme nous. Il faut arrêter ces pistes ridicules, historiques. Il faut au contraire voir l'avenir ensemble. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et je pense qu'on réglera la question. Il faut que l'Algérie arrête de considérer que la France doit être le déversoir de son excès démographique. Ça sera fini avec moi, ça c'est sûr.
Il faut arrêter de considérer que les délinquants algériens doivent rester dans les prisons françaises. Ça sera fini aussi avec moi. Mais en revanche, je pense que nous pouvons nous entendre et développer, et on a beaucoup d'intérêts communs. Et je suis sûr que les dirigeants algériens qui verront avec moi quelqu'un qui les respecte, mais qui respecte la France aussi, contrairement à Emmanuel Macron qui passe son temps à cracher sur la France, à l'histoire de France, etc. Les Algériens ne le comprennent pas en réalité. Un jour il dit qu'il n'y a pas de la colonisation d'un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il dit le FLN utilise la rente mémorielle. Mais ils ne le comprennent pas. Ce type est inconséquent. Voilà. C'est très content, ce que tu as dit. Ah, je viens de le dire. Il n'y aura plus. La récompense ne sera même pas un sujet de discussion. Bon, nous avons une question là, parce que nous avons la question et après on viendra à des messieurs Pourquoi j'ai demandé que tu piques pas Christine, je vous en parler. Enlevez votre place, parce que vraiment j'entends rien. Je suis désolée, je garde mon masque. Alors, Depuis que Walterman annonce France Presse, je fais une question très courte. L'avenir des relations franco-allemandes, comment est-ce que vous voyez ça? Et deuxièmement, la présence européenne en Mali, quel est votre regard là-dessus? Merci. Au Mali, vous avez dit, c'est ça? La présence européenne au Mali? Mali. Vous voulez dire la présence française au Mali avec quelques contingents qui ne servent pas à grand-chose en Mali, c'est européen, vous voulez dire. Donc, la première question, c'est sur les relations entre la France et l'Allemagne. Je considère qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre des relations entre la France et l'Allemagne. Je pense que notre déclassement économique, industriel en particulier, a fait que nous sommes affaiblis et que notre endettement aussi fait qu'il y a dans la tête de nos élites, en particulier gouvernementales, le fait que les Allemands sont un peu notre garantie de la réassurance de la dette française. Et c'est ce qui affaiblit les Français. Nous sommes complexés par rapport aux Allemands. Nous passons notre temps à chercher l'approbation allemande, nous passons notre temps à même sacrifier nos intérêts au fameux couple franco-allemand qui existe dans la tête des dirigeants français. Les Allemands en rient beaucoup. Donc je pense que tout simplement, et puis il y a un deuxième problème, c'est que Emmanuel Macron essaye d'amener les Allemands à ce qu'il appelle l'autonomie stratégique européenne, mais pour les Allemands, l'autonomie stratégique européenne, ça s'appelle l'OTAN, ça s'appelle la protection américaine. Et donc finalement, les Français se soumettent à l'Allemagne, qui se soumet aux États-Unis, et nous sommes dans un cercle vicieux insupportable. Par ailleurs, je pense que nous n'avons pas, nous sommes amis évidemment, nous sommes alliés, il en a fini des querelles du passé, mais nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts. Et donc je considère qu'il faut cesser de considérer que nous devons tout voir à travers le prisme allemand. Nous devons et nous pouvons avoir d'autres alliés en Europe. Les Italiens, les Hollandais, les Danois, les Hongrois, les Polonais, etc. Il n'y a pas que l'Allemagne en Europe. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que la coopération exclusive, militaire, avec l'Allemagne soit une bonne chose. Je pense que l'Allemagne n'a pas la même stratégie. Nous sommes une puissance mondiale, elle est une puissance centre-européenne, et nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes intérêts. D'ailleurs, ça fait le lien avec votre question sur le Mali, c'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Il n'y a pas, en vérité, si on est sérieux, de présence européenne au Mali. Il y a une présence française. Et les autres pays se
désintéressent de cette histoire, ils font semblant pour faire plaisir à Emmanuel Macron d'envoyer un ou deux contingents, mais en vérité, ils considèrent que ce ne sont pas leurs affaires et que ce sont exclusivement les affaires de la France. C'est ce que je dis, la France a un rôle mondial et nous devons l'exercer sans faire semblant de nous cacher derrière la souveraineté européenne ou l'amitié avec l'Allemagne. Bonjour, monsieur Zemmour. Je vais faire des leçons de la Suède, parce qu'il est là, etc. Et je représente aussi les journalistes qui nous suivent maintenant par visioconférence. Donc, j'ai une petite question sur la Suède, parce que vous venez de parler de Danemark et vous arrivez beaucoup. Donc, la Suède, c'est un pays qu'on utilise souvent comme un modèle, soit un exemple, un modèle à suivre, soit un mauvais exemple, notamment sur l'éducation. Donc, ça connaître votre analyse là-dessus. Et puis, il y a ici Giovanna Serrale du groupe Repubblica, la Repubblica d'Italie. Et elle voulait savoir, vous avez une réputation de misogynie et plusieurs femmes à la candidature présidentielle sont des femmes, notamment deux vous dépassent actuellement dans les sondages. Si vous deviez convaincre une femme encore résidente dans son choix et proche de vos convictions, vous lui diriez quoi? Excusez-moi, j'ai rien compris à votre deuxième question. Ah, bon, prendre le micro plus près. On a une question déjà. Oui, d'accord. Pardonnez-moi, j'ai pas bien compris. Comment? La première, c'est sur la Suède, c'est ça? Oui. Ben, je ne me permettrai pas de juger la Suède. Les Suédois mènent la politique qu'ils veulent. S'ils sont souverains, je ne me permets pas de juger. En tout cas, le modèle suédois, ça ne nous rajeunit pas. C'était dans les années 70, quand la gauche française n'avait que des yeux de chimène pour le modèle suédois. Mais tout ça est bien vieux. Maintenant, je regarde la Suède, c'est intéressant. Il y a des choses qui m'inquiètent pour eux, comme effectivement leur folle politique migratoire depuis 10 ans, qui a transformé certaines villes en coups-gorge. Et puis, d'autres, je regardais, j'observais leur politique, par exemple, sanitaire, qui était originale et qui cherchait à éviter de suivre les autres pays, avec des résultats, ma foi, pas si mauvais. Vous voyez, j'observe, je regarde, mais encore une fois, je ne me permets pas de juger un autre pays. Moi, vous savez, je crois aux nations. Et ça, c'est encore un désaccord que j'ai avec la diplomatie française depuis 30 ans. Je ne donne pas de leçon morale aux autres. Je ne juge pas les pays en fonction d'une idéologie, même celle des droits de l'homme. Je veux revenir à la réelle politique, celle de Richelieu et du général de Gaulle. C'est-à-dire, on ne considère que les États et non pas les régimes et non pas la politique qu'ils suivent. Je n'ai pas de leçon de morale à donner à quiconque. La France doit cesser de donner des leçons de morale au monde entier. Voilà, donc je n'en aurais pas du tout à la Suède, pas plus qu'aux autres. Oui, bonjour, Shahid, MLTV, c'est une chaîne de télévision iranienne basée à Londres qui n'a rien à voir avec... Oui, mais qui n'a rien à voir... Qui n'a rien à voir avec le... Justement, origine iranienne, mais ça n'a rien à voir avec le régime en Iran. Et ma question, c'est la suivante, mais avant, pour éviter de dire que vous faites tout justement pour ne pas avoir les mêmes problèmes, si un jour par malheur, vraiment par malheur, vous serez condamné à quitter la France, vous irez où? Dans quel pays? Et pour quelle raison? Ma réponse est évidente. Pardon? Ma réponse est évidente. En Italie. Voilà. Pour moi, ce sont les deux plus beaux pays du monde avec des peuples absolument attirants. Christine, je peux pas. Pourquoi l'Italie, si on peut savoir ici? Pourquoi l'Italie? Le côté italien veut savoir. Pourquoi l'Italie? Parce que pour moi, comment vous dire? Pour moi, c'est l'évidence. C'est le pays du beau. Les paysages sont sublimes, les villes sont magnifiques. C'est le pays qui a tout appris à la France, l'art, la politique. C'est le pays, vous savez, moi je n'ai pas oublié Mazarin, etc. Et Bonaparte. C'est le pays qui, pour moi,
incarne avec la France la civilisation européenne, qui est fondée sur Rome, sur la Grèce, etc. Et puis, j'aime ce peuple, j'aime les gens, j'aime les Italiens, j'aime leur esprit, j'aime leur ironie, j'aime leur drôlerie, j'aime leur autodérision, j'aime leur regard distancié sur l'histoire. Vous voyez, ils ne passent pas leur temps à réclamer la repentance à tous les peuples qui les ont conquis, parce que dans ce cas-là, ils devraient eux aussi, j'ai dit tout à l'heure, que nous n'allons pas demander à l'Italie une repentance pour Vercingétorix et Jules César, mais ils pourraient aussi nous demander pour les attaques de François Ier, de Louis XII, de Bonaparte, etc. Vous voyez, voilà, j'aime cette distance qu'ils ont avec l'histoire et avec leur propre histoire, et j'aime leur intelligence, j'aime le cinéma italien, j'aime la gastronomie italienne, j'aime la beauté des femmes italiennes, j'aime l'humour des hommes italiens. Ouais, j'aime l'Italie. Et la politique italienne, c'est pas ce qu'ils ont de meilleur. Est-ce que je peux parler des politiciens comme référence ou pas? Et avec qui vous ferez une alliance? Vous avez été président en Italie, avec Salvini, avec Milan. Moi, je vous répète ce que j'ai dit à madame. Je ne juge pas les régimes. Je m'adapte et les peuples choisissent. Ils choisissent qui ils veulent, encore une fois, et je m'adapte. Et je crois, et pardonnez-moi, et plus profondément, je crois, vous savez, je vous ai cité le général de Gaulle tout à l'heure pour l'URSS, je crois aux nations, et donc que les intérêts des nations dépassent les régimes. Voilà, Khaled Saadou, journaliste égyptien de Al-Baab à News Égypte. J'ai deux questions, M. Zemmour. Si vous êtes. Voilà. Pourquoi vous confondez les islamistes et les musulmans? C'est vraiment une grave erreur pour les communautés musulmanes qui sont, par exemple, 20 millions de musulmans français, et vous pouvez perdre beaucoup de voix comme ça avec ce mélange. Quel sera si vous êtes président de la République, quelle sera votre politique avec les immigrés en France, les musulmans, les Africains, tout ça? Voilà, premièrement. Deuxième chose, là. Alors, c'est déjà, on va prendre 10 minutes, là. Vous aurez pas la deuxième question, là. Je suis désolé. Non, c'est juste pour vous dire que le général de Gaulle, il avait une politique arabe de la France. Est-ce que vous allez couper la là, vous êtes. Bon. Je vais essayer de répondre. Première question, d'abord, votre préambule. Je ne mélange pas les musulmans et les islamistes. En revanche, pour moi, l'islam et l'islamisme est la même chose. Ce n'est pas pareil. L'islamisme, c'est l'islam en action. L'islam, c'est l'islamisme au repos. Mais ils ont la même base, le même fondement qui est le Coran et la charia. Pour moi, il n'y a pas de différence. Maintenant, il y a une différence avec les musulmans. On peut très bien être français, de confession musulmane, je l'ai dit, et je le répète, et je dis simplement, ce n'est pas à la France de faire des accommodements raisonnables avec l'islam, c'est à l'islam de faire des accommodements raisonnables avec la France. Et c'est donc aux musulmans de s'adapter aux mœurs françaises. C'est tout ce que je dis. Maintenant, on peut très bien être musulman et français. Maintenant, deuxième chose, pour la politique d'immigration. Je pense que nous sommes depuis longtemps submergés. Et que, comme l'avait dit d'ailleurs le roi Hassan II, il y a 40 ans, dans les années 80, il y a une très grande différence pour les populations venues du Maghreb de s'assimiler à la France. Il le disait lui-même. Et donc, moi, je prends au sérieux ce que dit le roi Hassan II. Et je pense qu'il avait raison. Et donc, nos élites ont mené une politique folle, je le répète, folle, d'accepter des millions et des millions d'immigrés venus de cette civilisation qui n'est pas la civilisation française, qui même lui a été opposée pendant des siècles, et qui est une autre civilisation, avec des valeurs différentes, qui s'annonce à une autre religion, à un autre système juridico-politique, à d'autres mœurs, à d'autres histoires, etc. Et donc c'est très difficile, encore plus difficile que pour les Polonais, les Italiens, mais ça n'a pas déjà été facile, pour un Marocain, un Algérien ou un Malien, de s'assimiler à la France. Donc il faut arrêter. La première chose à faire, c'est arrêter les flux. Mais ne pas dire
comme j'ai entendu Valérie Pécresse le dire, on va avoir une position ferme mais humaniste. Non, elle ne sera ni ferme ni humaniste. On arrêtera. On arrêtera le regroupement familial, on arrêtera, on limitera quasiment, vraiment très peu les étudiants. On ne prendra que des quelques dizaines de demandeurs de droit d'asile et qui demanderont en plus, qui poseront leur demande à l'extérieur du pays. On mènera une chasse féroce aux trafiquants de clandestins et aussi aux associations qui défendent les clandestins et les immigrés clandestins. Par ailleurs, nous supprimerons toutes les pompes aspirantes qui attirent les étrangers en France. Nous supprimerons l'AME, nous supprimerons les prestations sociales non contributives, vous savez, celles pour lesquelles il n'y a pas d'assurance, hein, comme la sécurité sociale, la retraite, etc. C'est-à-dire toutes les prestations sociales comme le RSA, comme l'allocation logement, comme les allocations familiales, nous les supprimerons aux étrangers. Nous, par ailleurs, nous supprimerons le droit du sol. Nous supprimerons le droit du sol, je dis bien. J'insiste, parce que Mme Pécresse fait semblant de le supprimer sans le supprimer. Et d'ailleurs, elle fait la même chose. Elle fait la même chose avec les prestations sociales non contributives. Bon. Et enfin, nous réduirons à presque rien, ou à très peu, les naturalisations. Puis, nous traiterons les gens qui sont ici, c'est-à-dire les étrangers qui sont ici. Nous rétablirons d'abord le délit de clandestinité. C'est-à-dire que vous savez, je ne sais pas si vous le savez parce que ça paraît complètement fou, mais l'Europe nous a contraints à supprimer ce délit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être clandestin n'est pas un délit en soi. Et on ne peut pas arrêter un clandestin uniquement sur ce motif-là. Donc nous le rétablirons. Puis nous expulserons les délinquants étrangers. Puis nous déciderons la déchéance de nationalité pour les doubles nationalités, pour les gens qui ont la double nationalité et qui sont multirécidivistes. Enfin, nous expulserons les chômeurs qui sont au chômage depuis 6 mois. Vous voyez, c'est une politique globale pour arrêter vraiment les flux migratoires. Même s'ils sont mariés avec des Françaises? J'ai pas compris. Même s'ils sont mariés avec des Françaises? Les étrangers, mais en général, les étrangers qui sont mariés avec des Françaises, ils deviennent assez vite françaises, si j'ai bien compris. Donc le problème est assez faible. Est-ce que l'Italie va faire pareil? Dizaine de mains. Ne croyez pas que je ne vous vois pas. Là, j'ai un... Parce que comment ils peuvent aller en Italie? L'unique candidat. Vous êtes de quel pays? BBC Radio. BBC Radio. Vous disiez que vous êtes l'unique candidat à rassembler les droites. Si Valérie Pécresse arrivait au deuxième tour, est-ce que vous pourrez adhérer à elle? Et deuxième question, vous faisiez référence à la tradition mauricienne. Comment vous définissez effectivement l'extrême droite, l'histoire de l'extrême droite en France, et est-ce que vous en faites partie? Merci. J'ai déjà répondu à cette question. Madame a posé déjà cette question. J'ai déjà répondu que l'extrême droite, c'était des gens qui voulaient renverser la République. Je ne souhaite pas renverser la République et je n'ai pas de troupes qui attendent pour renverser la République. Donc je ne suis pas d'extrême droite. C'est une affabulation, une accusation, vous savez, facile et qui permet. Maintenant, pour la première question, votre première question c'était sur le deuxième tour. Ah, sur le deuxième tour. Alors, vous savez, moi, je serai au second tour. Donc, je ne rallierai personne. C'est eux qui devront me rallier ou pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Si je suis au second tour, à 20h02, je prends le pari aujourd'hui devant tout le monde. À 20h02, Madame Pécresse annoncera qu'elle appelle à voter Emmanuel Macron. Voilà. La question est réglée. Donc, si vous voulez, je pense que je suis le seul à rassembler les électeurs de Mme Pécresse qui ne veulent pas être avec M. Macron. Or, Mme Pécresse, c'est M. Macron. C'est exactement la même chose. Pécresse et Macron, c'est la même chose. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a, on a vu lors de la primaire de LR, près de la moitié des adhérents
qui ont voté Éric Ciotti et qui, Éric Ciotti a annoncé qu'il voterait le second tour pour moi contre Emmanuel Macron. Donc j'invite ces gens-là à voter pour moi, car je suis leur candidat. Madame Pécresse est le candidat, en vérité, du centre, comme elle l'a toujours été depuis 20 ans. Elle n'est pas le candidat de la droite. Et par ailleurs, je suis le seul à pouvoir rassembler, comme je l'ai dit à Madame tout à l'heure, les candidats du Rassemblement National et les électeurs de l'UMP. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Zemmour. Reina Flores, le journal La Razón d'Espagne. Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de faire des alliances avec d'autres pays de l'Europe. Et justement, dans ce contexte, je voulais savoir qu'est-ce que l'Espagne peut attendre de vous si vous arrivez à la présidence. Et surtout, savoir si vous vous identifiez avec quelle figure politique de l'Espagne. Je vous demande ça parce que votre concurrente la plus directe, Marine Le Pen, a parlé déjà de ses affinités avec Santiago Abascal du parti d'extrême droite Vox, que vous connaissez bien sûr. Et je voulais savoir si vous aviez aussi des affinités avec lui, avec d'autres figures politiques de l'Espagne. Et une deuxième question. La justice vient de condamner à 10 000 € d'amende justement pour complicité à la provocation de la haine raciale. Je sais que vous avez déjà publié un communiqué, mais je voulais savoir votre réaction depuis le moment. Merci beaucoup. J'ai déjà répondu à la presse française avant d'arriver, c'est ce qui m'a occasionné 3 minutes de retard que j'ai fini par avoir. J'ai vu, pour votre question sur l'Espagne, je vois et j'observe beaucoup les évolutions politiques dans tous les pays. Effectivement, j'ai rencontré d'ailleurs des gens du parti Vox avant l'été, ils sont intéressants, sympathiques, dynamiques. Voilà, vous savez, moi, j'observe la situation politique et je n'ai pas, encore une fois, c'est comme la Suède, c'est comme tout ça, je répondrai à tous la même chose, je ne juge pas la vie politique des autres pays et j'espère que les autres ne jugeront pas celle de la France. Voilà, maintenant, pour votre question sur ma condamnation, je vous renvoie à ce que j'ai dit à la presse française il y a maintenant une heure. Oui, quand il regarde la société de presse, vous êtes dans... J'enlève mon masque. Oui, j'ai pas entendu que vous S'il vous plaît, une question. Une fois, nous sommes 100 journalistes ici. Please. Yes. Alors, merci de vous présenter. For the foreign person, because we are the foreign person also. Je voudrais juste savoir, je pense pas qu'il vous ait excusez-moi. Vous regardez Associated Press, l'agence de presse américaine AB. Associated. Je voulais juste, parce que vous répondez vite à la presse française, savoir si vous allez faire appel, et à ce moment-là, savoir si vous allez faire appel à cette condamnation d'aujourd'hui, et est-ce que vous assumez toujours ces propos alors que vous étiez journaliste et que maintenant vous êtes candidat à l'élection? Alors, puisque vous tenez absolument à avoir ma réponse, évidemment, je vais faire appel. 2, je maintiens évidemment mes propos. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure à la presse française. Il ne peut pas y avoir incitation à la haine raciale, puisque, à ma connaissance, les mineurs dits isolés ne sont pas une race. Et deuxièmement, je considère que la position la plus humaniste, je dis bien humaniste, quand on trouve des enfants ou des adolescents dans un autre pays que le leur, loin de leurs parents, et de les ramener à leurs parents. C'est la position la plus humaniste. En plus, c'est la position qui protège le plus les Français, car tous les rapports le disent, tous les policiers le disent, il y a une explosion de la délinquance et de la violence venue de ces clandestins qu'on appelle les mineurs isolés. Est-ce que vous savez aujourd'hui que 96% des vols de téléphones portables sont le fait de ces clandestins qu'on appelle mineurs isolés? Et combien d'autres délits se sont-ils rendus coupables? Donc je pense que pour protéger le peuple français, pour économiser les finances publiques, car ça coûte 50 000 € par an au département, et pour protéger même
ces enfants-là qui sont souvent l'objet, qui sont embarqués dans des mafias qui les maltraitent et qui les obligent à voler et à agresser les Français, pour tout le monde, ça sera beaucoup mieux qu'ils rentrent chez eux. Des questions courtes, rapides, merci. Bonjour Monsieur Zemmour, Yanis Benjeloun pour le média. Présentez-vous, je ne l'ai pas entendu. Oui, Yanis Benjeloun pour le média Atlas Info. Le média Atlas Info, le média marocain Atlas Info. Du coup, ma question elle sera courte. Si jamais vous êtes élu, ma question sera courte. Si jamais vous êtes élu, quels seront les axes de votre politique étrangère vis-à-vis du Maghreb, des pays du Maghreb? Si vous voulez, je pense qu'il faut d'abord régler la question de l'immigration. Je pense que nous devons avoir des discussions franches avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Moi, je leur expliquerai que c'en est fini de la politique passée et qu'aujourd'hui, la France n'accueillera plus aucun maghrébin étranger, que c'est terminé et que c'est terminé aussi de venir se faire soigner dans les hôpitaux français gratuitement, que c'est terminé de considérer que la France doit recevoir tout le monde, etc. Tout ça est terminé et je leur demanderai fermement et courtoisement de reprendre leurs clandestins et de reprendre leurs délinquants étrangers. Vous savez que les dirigeants de ces pays, comme d'autres d'ailleurs en Afrique, refusent de signer la plupart des certificats qui permettent à la France de les renvoyer. J'avertirai ces dirigeants que ça ne sera plus comme ça et que nous prendrons des mesures de rétention sévères sur les visas, sur les envois de la Western Union, sur leurs biens même, si ça ne suffit pas. Maintenant, pour la politique étrangère, je pense que nous devons aussi avoir une politique en commun. Nous avons des intérêts communs, je l'ai dit tout à l'heure pour l'Algérie, la stabilisation du Mali, la stabilisation de toute la région contre les islamistes et contre les djihadistes est absolument indispensable et pour nous et pour eux. Et je pense qu'eux-mêmes souffrent d'une immigration venue de l'Afrique noire. D'ailleurs, et ils n'ont pas tort, ils prennent beaucoup moins de précautions que nous. Les Algériens, comme les Marocains, pour renvoyer les clandestins, donc ils nous comprendront très bien. Maintenant, je pense que nous avons, encore une fois, des intérêts en commun. Nous avons des intérêts sécuritaires, nous avons des intérêts économiques. Nous avons beaucoup investi au Maroc. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont investi au Maroc. Je pense que nous pourrions faire de même en Tunisie et même en Algérie, si nous avons réglé tous nos contentieux. Moi, je vous répète, je pense que le déclic est psychologique. Je pense que les dirigeants maghrébins méprisent les élites françaises de se respecter aussi peu. Et elles n'ont pas tort. Donc je pense que quand elles auront quelqu'un qui respectera la France, leur comportement sera différent. Une question là, je vois que vous sortez un bloc. Merci, une question très courte. Fermez votre bloc et passez. Ok, très bien. Olivier, allez-y, madame. Bonjour, monsieur, je suis journaliste grecque. Oui, mais très court, je sais que tu es toujours très long. Juste, je voudrais que la presse ne cherche à établir sa souveraineté sur les eaux côtières potentiellement très stratégiques. Et on écoute les riches à les sources pétrolifères. Excusez-moi, j'ai rien compris. La presse cherche à rétablir sa souveraineté sur des eaux côtières potentiellement. Oui, mais on ne comprend pas un texte à ressources pétrolifères. Donc, il y a sa loi, son droit inaliénable que l'expansion à 12 millions Excusez-moi, je n'entends pas très bien. On me dit que vous m'interrogez sur la Grèce et les eaux grecques et la Turquie. Je suis, et c'est d'ailleurs un des points positifs
de l'action d'Emmanuel Macron, je suis pour le soutien à la Grèce, donc elle est agressée par la Turquie. Voilà. Oui, voilà. C'est que je crois qu'on va s'arrêter là en ce qui concerne. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Parce qu'il y a beaucoup d'autres questions et je reviens à une question ici. Vous avez déjà posé une question? Ah oui, excusez-moi, mais comme je pars bientôt. J'attends le micro, mais voilà, je vais essayer de parler. Azagarivi de Sky News Arabia. Sky. Vous avez parlé de la guerre civile, vous avez dit que la guerre civile est déjà là. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire cela? Ce que j'ai voulu dire, c'est que, vous savez, je n'ai pas dit quelque chose de différent du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui disait quand il a quitté son ministère, ceux qui sont côte à côte seront demain face à face. Je n'ai pas dit autre chose. Je pense que le phénomène de guerre civile dans l'histoire, et on l'a bien vu par exemple pour les guerres de religion au XVe siècle, sont des mouvements lents. Vous voyez, au début, on ne les voit pas. D'ailleurs, mon ami Bois Sansal dit exactement la même chose. Il dit, vous êtes au début de ce qui s'est passé en Algérie lors de la guerre civile. Vous êtes au tout début. On commence par tuer un homme, Samuel Paty, un prêtre. Vous voyez, et puis ça monte en puissance. C'est ça que j'ai voulu dire. Je vais vous dire que si on n'arrête pas ce processus, on va vers... Vous savez, je vais vous donner un autre exemple historique, vous allez comprendre. Les premières heures entre protestants et catholiques, c'est dans les années 1520. Et la Saint-Barthélemy, que tout le monde connaît, c'est en 1572. Entre les deux, il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est des phénomènes lents qui petit à petit s'incrustent, s'installent, s'aggravent, et puis on arrive à la déflagration. C'est ça que j'ai voulu dire, c'est je veux absolument arrêter ce phénomène. Je pense que je suis le seul à pouvoir l'arrêter parce que tous les autres prennent des mesures, vous allez comprendre très bien le distinguo, ils veulent lutter contre l'insécurité, moi aussi évidemment, mais ils ne règlent pas la question de l'immigration qui est à l'origine de l'insécurité. Et donc moi je vais à la source du problème, pour le tarir. Et je pense que c'est comme ça qu'on a une chance d'arrêter la catastrophe qui est en train d'être venue. Immigration zéro. Ah oui, immigration zéro. C'est possible. Ah, c'est notre principe. Bon, une dernière question ici. Oui, je te l'avais donné tout à l'heure, pardon. Je lui avais dit oui il y a déjà très longtemps. Est-ce qu'il y a un micro pour notre ami? Bonjour monsieur. Non, d'accord, excuse-moi. Est-ce que tu t'ennuies de donner le micro à notre confrère Daya? Il te le rendra. Oui, il te le rendra. Voilà, bonjour, Alain Bellet de la tribune de Genève. Oui. En Suisse, vous avez des supporters, mais il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à votre brutalité. Ça n'est pas le seul. Ce week-end encore, M. Ménard, qui est un ami. Avec des amis comme ça, j'ai pas besoin d'être mieux. A souligné le problème de cette brutalité. Il a ajouté aussi qu'il pensait à l'origine que vous étiez entre le Rassemblement national et les Républicains, ce qui, au fond, accréditerait ce rôle que vous pouvez avoir de rassembleur. Et maintenant, il n'y croit plus. Donc, j'aimerais une réponse sur ces deux questions. La brutalité de votre style politique est-elle un problème? Et par ailleurs, vous avez commencé à dire, tout le monde a compris, Mme Le Pen ne gagnera pas jamais d'élection. Maintenant, on a l'impression que toute la France a compris que vous non plus, vous ne la gagnerez jamais. Alors, d'abord sur la brutalité. Vous savez, je pense que quand on veut vraiment arracher la France à un destin funeste et dramatique, je ne pense pas qu'on puisse le faire avec douceur. Je pense que oui, pour poser les problèmes, pour poser le réel, il faut le dire brutalement. Il faut dire les choses crûment et ne pas se cacher derrière les éléments de langage, ne pas se cacher derrière la fausse bienveillance.
et la fausse indignation. J'ai beaucoup vu, citer Ménard, vous pourriez citer tous les autres. Vous savez, tous ces gens indignés, tous ces candidats indignés par mes propos, je pensais à la phrase de Nietzsche, nul ne ment autant qu'un homme indigné. Et alors, il y en a eu des menteurs, il y en a eu des indignés. C'était un festival pendant le week-end. Donc, oui, je suis le candidat du réel. Voilà. Je suis le seul candidat du réel, et le réel est brutal. Les femmes qui sont assassinées, comme la jeune femme, vous vous souvenez, Chahinez, qui a été brûlée par son mari parce qu'elle voulait vivre à l'aide française, ça me paraît un peu brutal comme solution, voyez-vous. Donc, oui, vous avez raison, je pense qu'il faut être brutal. J'assume la rudesse parce que je pense que le peuple français doit et veut se sauver et veut ne pas mourir. Et pour vivre, il faut effectivement voir les choses en face et voir le danger en face. Encore une fois, je vois bien que les candidats du système, tous compris, de Marine Le Pen à Fabien Roussel, en passant par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, veulent me faire passer pour un méchant brutal. Je vois bien l'élément de langage, je vois bien tout ça est cousu de fil blanc, tout ça est décrit par les communicants. D'ailleurs, vous avez remarqué, ils répètent tous les mêmes phrases. Exactement au mot près. Tous, vous passez d'un candidat à l'autre, ils prononcent exactement la même phrase sur moi. C'est touchant. Mais je pense que ça prouve que je suis le seul à dire le réel et à défendre vraiment le peuple français. Maintenant, pour le reste, je continue à dire, et j'en suis convaincu et je suis sûr de moi, je suis le seul à pouvoir faire l'union des droites parce que je la veux et que je la peux. Et que Marine Le Pen ne la peut pas, puisque je le répète, aucun électeur de LR ne votera pour elle, et que Mme Pécresse ne la veut pas. Donc je suis au milieu des deux, et je suis celui qui fait le lien entre les deux électorats. Maintenant, pour le second tour, vous savez, ça sera une autre élection. Vous savez, en décembre 1980, François Mitterrand était à 40% dans les sondages et Valéry Giscard d'Estaing était à 60%. Vous connaissez la suite de l'histoire. On a une dernière question, mais je te demande de la faire courte car je suis spécialiste. C'est l'autre question. Bonjour monsieur, c'est Jean-Jean du journal Epoch Times, qui est gagné mais c'est créé d'abord par des journalistes. Ma question c'est que aujourd'hui, la Chine, le régime communiste chinois, représente la deuxième entité économique mondiale et la troisième entité militaire mondiale. Et leur impulsion, expansion, menace, agression qui existe omniprésent dans tous les domaines, dans tous les régions, tous les pays. Ma question c'est que, est-ce que vous pensez que vous pourrez réussir à défendre la France de 2014, de Napoléon Ier, etc., sans arrêter ces menaces, ces expansions économiques comme nous sommes. Alors écoutez, je pense que le formidable réveil et restauration de la puissance chinoise est le grand événement du XXIe siècle. Je pense que nous allons vivre avec ça tout le XXIe siècle. Que c'est l'événement majeur, si vous voulez, c'est comme l'avènement des États-Unis à l'occasion de la guerre 14 ou l'avènement de la puissance anglaise à l'occasion de la guerre des 7 ans, je pense que c'est l'événement historique du XXIe siècle. Ça concerne d'abord les États-Unis. Il y a là une lutte à mort pour l'hégémonie mondiale, qui est un classique de l'histoire d'ailleurs, un conflit entre la terre et la mer, la terre étant la Chine et la mer étant les États-Unis, comme il y a eu le conflit entre l'Angleterre et la France napoléonienne, la mer contre la terre, le conflit entre l'Angleterre et l'Allemagne de Guillaume II, puis Hitler, la mer et la terre de nouveau. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau conflit de ce type. Ce conflit ne nous concerne pas.
il est entre les États-Unis et la Chine. Nous n'avons pas à être embarqués dans un conflit entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons être naïfs vis-à-vis de la Chine et que nous devons effectivement cesser notre naïveté d'un d'arrogance. Je me souviens, quand j'étais jeune journaliste politique, tous les ministres et tous les dirigeants français qui nous disaient oh, t'inquiète pas, les Chinois, ils nous vendront des chaussettes, on leur vendra des Airbus. Vous voyez, cette naïveté mêlée d'arrogance et de mépris et tout simplement de bêtises, en vérité, des élites françaises, nous le payons très cher. Donc ça, il faut cesser cette naïveté, il faut contrôler les investissements chinois en France, il faut arrêter de les laisser racheter tout à leur guise. Ça c'est sûr. Nous devons d'ailleurs être pour les Chinois, pour les Américains, et nous devons aussi cesser de dépendre des Chinois pour les importations de biens essentiels. C'est pour ça que nous devons nous réindustrialiser. Voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais évidemment que la Chine sera la grande puissance du XXIe siècle et le grand événement du XXIe siècle. Merci. Dernière question. Allez, dernière question au fond, d'un confrère britannique qui aimerait poser des questions. Bonjour, je suis Andrew Husky du Statesman de Londres. Je suis Andrew Husky du Statesman de Londres. Et j'ai juste une question très simple. Comment expliquer les mauvaises relations franco-anglaises en ce moment? Est-ce que c'est seulement grâce au Brexit ou non? Écoutez, je crois que nous avons des mauvaises relations à peu près depuis 1000 ans. Donc, vous savez, c'est une habitude. On s'est fait la guerre pendant des siècles. Là, c'est plutôt calme quand même. On n'a jamais été alliés. C'est vous dire le changement inouï que ça a été pour nos ancêtres. Maintenant, je vais vous dire, je pense que il y a comme toujours des torts des deux côtés, mais moi je vois du côté français, je pense que Emmanuel Macron a le tort de vouloir punir la Grande-Bretagne de son Brexit. Je crois que tout part de là. Les Français ont le droit et ont le devoir, évidemment, de défendre leurs intérêts, de profiter du départ de l'Angleterre pour essayer de prendre le plus de place possible en Europe. Ça, c'est légitime. En revanche, je ne comprends pas le comportement d'Emmanuel Macron et de la Commission de Bruxelles d'ailleurs, de vouloir punir les Anglais à tout champ du Brexit. Ça, c'est une mauvaise action et c'est en plus, c'est contre-productif. Ça se retourne contre nous, on l'a vu avec l'histoire des pêcheurs. Donc je pense au contraire qu'il faut prendre acte. Les Anglais ont voulu partir. Il faut d'ailleurs essayer de comprendre pourquoi ils ont voulu partir et je pense qu'il y avait des bonnes raisons. Même si ils ont mis sur le dos de l'Europe des choses qui étaient aussi de leur fait, mais peu importe. Ils avaient aussi de bonnes raisons et je les comprends par exemple de vouloir s'émanciper de la tutelle de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Et de rappeler que c'est leur Parlement qui a inventé la démocratie et qui donc doit rester le lieu de la démocratie anglaise. Maintenant, je pense que nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Je fais un peu la même réponse qu'avec le Maghreb, pour d'autres raisons évidemment. Avec les Anglais, nous sommes les seules puissances militaires qui subsistent en Europe. Donc évidemment, maintenant nous n'avons pas choisi la même stratégie. Les Anglais ont choisi de réintégrer le club anglo-saxon. D'ailleurs, ce qui prouve la bêtise, une fois de plus, des élites européennes et des élites communautaires qui pensaient que l'Angleterre sortie du Brexit serait seule. Il y a des traditions séculaires, voilà. Il y a les pays anglo-saxons. Et ils l'ont bien montré avec l'histoire des frégates australiennes. Les Anglais se sont rappelés à nos bons souvenirs. Et puis, nous avons, nous, une autre politique étrangère. Nous ne sommes pas dans le groupe des pays anglo-saxons, donc nous devons définir une autre politique étrangère. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des intérêts communs, nous avons des intérêts militaires, nous pourrions faire une coopération militaire, nous pourrions faire une coopération économique commune, nous pourrions avoir des intérêts en commun, et je pense qu'il faut faire ça sans arrière-pensée et sans leçon de morale des Français. Voilà. Merci à vous.